Je vais mettre l'enregistrement. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. On attend encore aussi deux intervenants. Tout le monde va bien ce jeudi matin? Oui. Alors, il y a quelqu'un qui... Pourtant, il n'y a pas de salle d'attente. Marie, est-ce que vous avez un message éventuellement de Pierre-Marie? Parce que je crois que c'est lui qui m'a envoyé un message, il n'arrivait pas à se connecter. Ah, je vais aller le voir. Oui, Il est pas très parce loin. que j'ai ouvert tout à l'heure la salle, mais comme j'ai été obligée de renvoyer un lien, j'ai été obligée de quitter et de rouvrir ensuite. Donc c'est peut-être là, à ce moment-là, qu'il a Ah, dû se je vais connecter. aller le voir. Mm. Oui. En fait, pardon. En fait, il est connecté, mais il se passe rien, donc ça doit pas être, je sais pas. Donc, je vais lui retransmettre le lien que j'ai reçu. Alors en principe, le lien que vous avez reçu, il est personnel en principe. Ah, C'est pour ça que ce matin, j'ai été obligée de me déconnecter. oui, bah alors c'est assez étrange parce qu'il a cliqué sur le lien que lui il avait et en fait il est en attente, il est sur un écran noir. Non, parce qu'il n'y a pas d'attente. Donc, Ou pas d'attente, je sais pas, mais il est connecté en fait, mais il se passe rien, il me dit. mince. Je comprends pas. Vous avez possibilité de lui en renvoyer un peut-être ou... Le problème, c'est que je patiente à la porte. Oui, c'est pas normal, hein. Il ne doit pas avoir le bon lien. Le problème, c'est que là, moi, je peux pas me reconnecter. Je peux pas me reconnecter. J'ai pas le. je vais voir pour me mettre avec lui alors. Attendez, si, je sais, puisque je l'ai envoyé ce matin à Fouzi. Donc, attendez, si, ça va le faire. Parce que c'est particulier, les webinars, hein. C'est pas comme un Zoom. Alors, je vais le renvoyer. Prévenir. Celui que je t'ai renvoyé, Fouzi, ce matin, je vais pouvoir l'envoyer. Hop. Excusez-nous pour ces petits aspects techniques. Attends. En fait, voilà, on ne peut pas envoyer de lien comme ça une fois que le webinar est commencé. Je n'ai pas possibilité de retourner dans les aspects. Voilà. Je
Je pense que là, il l'a reçu. Je vais remettre l'enregistrement. Voilà. Donc, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui se sont connectés. Et de toute façon, pour celles et ceux qui n'auront pas pu être là ce matin, ce webinaire sera rediffusé sur le site de l'UNEA. Donc, voilà, l'ensemble des entreprises adaptées pourront le revisionner. Donc, je voulais remercier les conférenciers qui sont avec nous ce matin sur le sujet des emplois en entreprises adaptées. Il s'agit donc, pas dans l'ordre du tour de table, mais dans l'ordre peut-être alphabétique, donc Fouzi Bousma, qui est ma collègue au sein de la GFIP et qui a en charge, je dirais, tout le sujet des aides, de l'offre d'intervention en règle générale. Nous avons également Marie Masse, qui représente l'OETH avec Pierre-Marie Lasbléis. Et donc, Marie Masse est responsable de projet. Donc, je remercie également Pierre-Marie Lasbléis, qui est directeur général de l'accord EETH. On vous en dira plus dans quelques instants. Et Pierre Privat, qui est directeur de la direction de la sécurisation des parcours. Voilà. Et moi-même, qui serai facilitatrice tout au long de cette séance et qui, au sein de la GFIP, a en charge le sujet des entreprises adaptées au niveau national. Voilà. Et puis Sébastien Citerne, directeur général de l'UNEA, qui nous rejoindra ultérieurement. Donc, grand merci à vous pour votre participation. Je vous partage tout de suite le support que nous vous avons préparé et je donne la parole à Pierre Privat pour introduire ce webinaire. Merci Pierre. Bonjour à toutes et tous. Juste très rapidement, une petite mise en perspective du positionnement de la GFIP, puisque fort heureusement, la GFIP a fortement évolué ces 2-3 dernières années en matière de soutien aux entreprises adaptées. Ça s'est fait initialement par une ouverture de nos aides et de notre catalogue, d'une partie de notre catalogue à l'ensemble des EA. Et puis, évidemment, comme vous le savez, avec la réforme, avec l'ambition qui est portée par Cap vers l'entreprise inclusive 2018-2022, effectivement, la GFIP s'est engagée fortement auprès de l'État et donc auprès des entreprises adaptées pour soutenir cette ambition-là, évidemment à travers toute une série de dispositions. Vous savez qu'on a un cadre conventionnel formalisé avec l'UNEA. On est finalement les porteurs du PICEA, c'est-à-dire de tout ce qui relève du financement, de la formation au sens large, ingénierie pédagogique comprise, à destination des bénéficiaires qui sont des personnes en situation de handicap qui sont mobilisées sur les expérimentations, CDD tremplin ou ATT. Et donc, dans ce cadre-là également, comme vous le savez, on est aussi sur un appui, je veux dire, plus opérationnel à travers, évidemment, la poursuite de la mobilisation de ce qu'on appellerait publiquement notre boîte à outils qu'on va vous présenter ou vous représenter aujourd'hui pour appuyer, évidemment, également ces expérimentations, et notamment ces expérimentations, mais aussi une action d'appui opérationnel à travers la recherche, le sourcing de candidats en mobilisant toutes les dispositions d'accompagnement des entreprises qu'on met en œuvre, puisqu'on savait qu'on accompagne un certain nombre d'entreprises, on a mis en place un réseau de référents handicap, et évidemment, dans ce cadre-là, notre souci et notre volonté, c'est d'encourager, de présenter et d'encourager le recours aux EA et le recours et l'appui à ces expérimentations. Donc, voilà, très sommairement, donc on est sur une position très évolutive et que je considère très favorable, très positive en direction des entreprises adaptées. Et donc, nous, notre ambition sur cette séquence à la GFIP, c'est bien de vous remettre en perspective l'ensemble des aides et mesures qu'on peut mettre à votre disposition dans le cadre de votre activité. Et puis, je vous propose de passer sans plus attendre la parole à Pierre-Marie Lasbléis pour qu'il présente pour qu'il puisse compléter cette présentation très sommaire. Alors peut-être juste avant de vous donner la parole, Pierre-Marie, peut-être juste rappeler comment va s'articuler cette séquence de webinaire. Donc effectivement, Pierre-Marie va vous présenter finalement le pourquoi de cette démarche conjointe à GFIP accord ETH et puis finalement comment on peut s'approprier les conséquences de la réforme des ETH et quelles sont les conséquences éventuelles du rattachement des entreprises adaptées à l'accord ETH. Donc Pierre-Marie vous expliquera tout cela tout de suite après. Et ensuite,
Fouzi nous présentera les aides de la GFIP, celles dont les entreprises adaptées sont éligibles. Et donc Pierre-Marie complétera également côté versus accord ETH. Et ensuite, nous aurons un temps évidemment d'échange et pour pouvoir répondre à vos questions. Voilà en quelques mots le sommaire de ce moment partagé ensemble. Pierre-Marie, je vous donne la parole. Et merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Et puis un grand merci à l'équipe de la GFIP qui nous accueille aujourd'hui pour ce webinaire qu'on a en effet pensé conjointement. Et ça nous paraît très important dans ce moment où, en effet, la réforme de l'obligation d'emploi produit quelques effets sur le rattachement d'un certain nombre d'entreprises adaptées au titre de leur accès aux aides à la compensation. C'est très important pour nous de communiquer ensemble et d'être complètement liés à GFIP et Accord OETH pour évoquer ces sujets. Alors, en effet, l'accord OETH a 30 ans et en même temps, on est petit nouveau autour de cette table aujourd'hui à vos côtés à GFIP. Et donc, ça me paraît utile, même si vraisemblablement un certain nombre d'entre vous nous connaissent, peut-être nous connaissent déjà bien, de redire en un mot ce qu'est l'accord OETH. Et puis surtout, qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui? Pourquoi on a organisé ce webinaire conjointement? Alors, donc l'accord OETH, c'est un accord, c'est-à-dire c'est un accord entre partenaires sociaux, entre fédérations employeurs du secteur sanitaire et social, donc FEAP historiquement, puisque en 91, c'est la FEAP qui a souhaité faire un accord handicap, et puis rejoint ensuite par la Croix-Rouge française, puis par Nexem, donc des fédérations d'employeurs d'un côté, et de l'autre côté, 5 organisations syndicales de salariés qui conviennent ensemble sur le secteur sanitaire et social associatif de mener une politique sectorielle pour l'insertion et le maintien en emploi des personnes en situation de handicap. Et donc cet accord, il a en effet 30 ans et c'est un accord agréé, c'est-à-dire que c'est une mutualisation de moyens. Les entreprises de ce secteur décident de mutualiser les contributions qu'elles devraient sinon verser à la GFIP, de les mutualiser, de les partager pour mener ensemble une politique sectorielle autour de l'insertion et du maintien en emploi. Alors une politique sectorielle, pourquoi? Parce que ces acteurs considèrent qu'il y a des enjeux spécifiques liés au métier, liés au secteur, liés aux conditions d'exercice, qui nécessitent qu'on apporte des réponses spécifiques. Alors, je ne vais pas aujourd'hui développer ces réponses spécifiques, mais c'est en effet un cadre un peu particulier. On est assez singulier dans le paysage des politiques d'emploi pour les personnes en situation de handicap, mais en tout cas, c'est depuis 30 ans une sorte d'aventure du secteur sanitaire et social. Donc, ça représente aujourd'hui 4 500 organisations associatives, près de 600 000 salariés couverts. Alors, s'il est nécessaire de vous représenter, peut-être pour un certain nombre d'entre vous, cet accord, c'est parce que les entreprises adaptées ont un positionnement peut-être un peu intermédiaire et qu'il faut pouvoir regarder d'un peu près la situation. Une partie des entreprises adaptées sont des entreprises autonomes, ont un sirène autonome, et donc à ce titre, très vraisemblablement, n'adhèrent pas à Nexem, à la FEAP, et ne font pas partie de la Croix-Rouge française, et donc vivent leur vie et ne dépendent pas de cet accord. Mais un certain nombre d'entreprises adaptées, on en a compté un peu plus de 250, si je ne m'abuse, sont des établissements qui dépendent d'une association gestionnaire, et cette association gestionnaire, elle, est adhérente de la FEAP ou de Nexem. Et comme elles sont, donc elles dépendent de cette association gestionnaire. Or, la réforme de l'obligation d'emploi, avec la loi de septembre 2018, change le régime lié à cette obligation d'emploi, puisque jusqu'à présent, l'obligation d'emploi s'exerçait au niveau de l'établissement, du SIREP. Et donc, c'était assez simple. Nous avions dans les adhérents de l'accord des établissements qui étaient adhérents FEAP, Nexem, et qui se retrouvaient, contribuaient au titre de cette adhésion à l'accord OETH. Et puis, au sein du même gestionnaire, de la même association gestionnaire, d'autres établissements qui, eux, n'étaient pas adhérents FEAP ou Nexem, et ne relevaient pas, et donc relevaient du régime général et de la GFIP. Mais la réforme de l'obligation d'emploi déplace la DOETH du SIRET de l'établissement, elle la déplace au SIREN au niveau de l'entreprise
et donc pour un certain nombre d'entreprises adaptées au niveau de l'association gestionnaire. Ce qui veut dire que par le truchement de cette évolution législative, un certain nombre d'entreprises adaptées, donc on en a compté environ 250, 260, vont se retrouver finalement par le fait qu'elles dépendent d'une association gestionnaire qui, elle, fait partie de l'accord, relevées de l'accord OETH. Alors, c'est à la fois, l'impact est relativement limité. De toute façon, les entreprises adaptées, par définition, un taux d'emploi important ne verse pas de contribution. Elles ne versaient pas voilà, hier, ne verseront pas demain. Simplement, dès lors qu'on parle de l'aide, des aides de la GFIP, des aides à la compensation, des aides auxquelles ces entreprises adaptées peuvent avoir droit pour la compensation, le maintien en emploi des salariés d'entreprises adaptées, eh bien, à partir du moment où elles dépendent d'une association qui elle-même relève de l'accord OETH, ce n'est plus à la GFIP que vous allez faire demain des demandes d'aide, mais bien à l'accord OETH. Donc c'est une évolution qui doit être de notre point de vue, et quand je dis de notre point de vue, c'est du point de vue de l'accord OETH et de la GFIP, la plus tranquille, paisible, j'allais dire presque insignifiante, au sens où ça ne doit pas être pour les entreprises adaptées un changement majeur, hein, alors évidemment pas un traumatisme, évidemment pas un facteur d'inquiétude, puisque nous entendons exercer une parfaite continuité dans les aides auxquelles on y reviendra beaucoup plus largement ensuite, mais dans la façon dont on va accompagner des entreprises adaptées dans les aides, les prestations, les services auxquels vous pouvez prétendre aujourd'hui avec la GFIP, demain dans le cadre de l'accord OETH, ça doit s'exercer dans la plus grande continuité possible. On y reviendra dans les aides et leurs conditions d'accès, mais de la même façon que la GFIP a ouvert ses aides aux salariés en situation de handicap des entreprises adaptées, l'accord OETH, de la même façon, a fait ce travail-là et on entend le faire. Et c'est, je crois, vraiment le sens de ce webinaire conjoint aujourd'hui, et c'est ce que moi, je suis venu délivrer comme message dans le cadre de ce webinaire. On entend le faire avec la même continuité, dans le même esprit qu'on le fait avec la GFIP, parce qu'on n'est pas dans une... Il faut que ce soit bien clair, on n'est pas du tout en concurrence, en compétition, on n'est pas dans un univers concurrentiel, on a chacun des champs et on entend exercer en parfaite complémentarité cette mission d'aide des entreprises adaptées, que ce soit la GFIP ou l'accord OETH. Donc, à la fois, c'est important que les entreprises adaptées puissent se poser la question aujourd'hui en disant « Ah ben demain, de qui je vais relever? Est-ce que je relève de la GFIP parce que j'ai un sirène autonome et que je ne suis pas adhérent de la FEAP, de Nexem et je ne suis pas rattaché à la Croix-Rouge? Ou est-ce que j'ai une association gestionnaire qui elle-même fait partie de l'accord parce qu'elle est adhérente de Nexem et de la FEAP et donc demain, je vais relever de l'accord OETH et repérer qu'il y a cette différence tout en se disant bah, cette différence, elle va s'exercer de la façon la plus tranquille possible dans la plus parfaite continuité. Voilà, c'est le message. Je vais m'arrêter là pour ce qui concerne les principes généraux. J'espère avoir été le plus pédagogue possible et le plus clair, mais je crois que c'est vraiment le message fort et je pense que vous ne contredirez pas Sandrine, Faouzia, Pierre sur ce message-là. C'est vraiment ce message de continuité qu'on est venu vous délivrer de concert ce matin. Merci beaucoup Pierre-Marie, en tout cas oui pour ce discours rassurant dans cette période un peu mouvementée pour les entreprises adaptées en tout cas. Je propose de donner la parole du coup à Fouz. Alors attendez, je ne sais pas pourquoi j'ai une sonnerie. Voilà. Donc je disais que je propose de donner la parole à Fouzi qui va nous présenter l'offre de services et d'aide de la GFIP. À toi Fouzi.
Merci Sandrine. Bonjour à toutes et tous. Alors, avant de vous présenter l'offre d'intervention de la GFIP, je voudrais juste insister sur, et notamment rejoindre les propos de Pierre sur le fait que la volonté de la GFIP, c'est bien d'accompagner les entreprises adaptées et notamment afin de sécuriser les parcours de nos bénéficiaires. Donc, comme vous avez pu le constater, la boîte à outils de la GFIP a fortement évolué en cette période de crise sanitaire. Donc, je ne vais pas rentrer dans des modalités très opérationnelles, mais je vais vous présenter l'économie générale donc de l'offre d'intervention de la GFIP. Alors, l'offre d'intervention de la GFIP, c'est à la fois des services, des prestations et des aides financières. Et avec la réforme donc des EA, la GFIP, bien évidemment, son conseil d'administration a souhaité donc mettre à disposition la boîte à outils de la GFIP. Donc, c'est un nouveau cadre d'intervention. Nous avons renouvelé nos principes et notamment les critères d'éligibilité en rendant donc éligibles les entreprises adaptées et leurs salariés. Alors, concernant spécifiquement les entreprises, et après, on reviendra sur les salariés d'entreprises adaptées. Les aides à la compensation du handicap sont bien évidemment ouvertes aux entreprises adaptées et nous avons notamment l'aide à l'adaptation des situations de travail et la reconnaissance de la lourdeur du handicap. Un point important qu'il faut retenir concernant donc la reconnaissance de la lourdeur du handicap, l'aide n'est pas cumulable avec l'aide au poste, donc l'aide socle attribuée donc aux entreprises adaptées. Et l'aide à l'emploi des travailleurs handicapés, ce qu'on appelle l'AETH, qui est délivrée par la GFIP, découle donc de l'octroi d'une RLH et cette aide ne s'apparente pas aux aides directes financières de la GFIP, puisque la GFIP gère ce dispositif pour le compte de l'État. Donc, le cumul de l'aide socle et de la RLH n'est pas possible. Nous avons depuis le mois de mars, donc, et compte tenu donc, de la crise que traverse notre pays, mis en place des mesures exceptionnelles et les entreprises adaptées sont donc bien évidemment éligibles à ces mesures exceptionnelles. Et enfin, pour terminer sur ce point-là, ce qu'il faut retenir, c'est que l'intervention de la GFIP vient en complémentarité des dispositifs de droit commun. Donc, c'est un des principes fondateurs de l'intervention de la GFIP. Dès lors que la mobilisation du droit commun ne permet pas de financer la totalité des coûts, la GFIP vient financer bien évidemment tout ou partie des frais qui resteraient à la charge des entreprises classiques ou entreprises adaptées. Donc, complémentarité avec les dispositifs État-région et bien évidemment complémentarité avec les accords agréés. Et on reviendra un peu plus spécifiquement sur l'articulation, complémentarité accord et intervention de la GFIP. Concernant les prestations, donc comme je vous le disais, services et prestations, donc éligibles à l'offre de services des Cap Emploi et à l'emploi accompagné, qui est donc un dispositif qui est cofinancé État, FIP, AGFIP. Néanmoins, le dispositif d'emploi accompagné, il est complémentaire et ne vient pas se substituer aux obligations de l'entreprise adaptée ou doublonner les mesures déjà mises en œuvre au sein de l'entreprise au profit de ses salariés handicapés. Donc, à retenir que ce dispositif, il peut être mobilisé dès lors qu'il est complémentaire aux actions que vous mettez en œuvre pour accompagner vos salariés. Vous avez également sur le champ de la compensation l'ouverture des prestations d'appui spécifiques et la prestation d'études préalables à l'aménagement de l'adaptation des situations de travail. Donc, ces prestations, vous pouvez bien évidemment, en lien avec vos référents EA en région, pouvoir mobiliser ces différentes prestations que la GFIP met à disposition des entreprises. Alors, concernant les entreprises donc, sous accord agréé qui ont un taux inférieur donc, à 6%,
Elles sont donc éligibles à l'offre de service Cap Emploi, l'offre de conseil et d'accompagnement délivrée par la GFIP et, comme je vous le disais précédemment, la reconnaissance de la lourdeur du handicap. Alors, l'offre en direction donc des salariés en situation de handicap, ils peuvent solliciter l'ensemble de la boîte à outils sur la thématique compensation du handicap. Donc ça peut être des aides techniques, équipements ou systèmes techniques adaptés en complémentarité des dispositifs de droit commun. Je reviendrai un peu plus loin sur ce sujet-là. Ils peuvent bien évidemment mobiliser les aides au déplacement, que ce soit du transport adapté, du transport via la mobilisation d'un VTC ou d'un taxi et l'aménagement du véhicule dès lors que des adaptations sont nécessaires pour la conduite et l'aide prothèse auditive. Nous avons également, dans le cadre donc, des mesures exceptionnelles, mis en place des aides spécifiques donc qui sont mobilisables en cette période de crise et notamment d'incertitude sur l'évolution de la crise sanitaire. Donc nous avons mis en place une mesure dédiée au déplacement des personnes qui seraient fragiles ou vulnérables, ne pouvant pas prendre les transports en commun. Nous avons mis en place également une cellule d'écoute de soutien psychologique et une aide spécifique pour sécuriser le parcours de formation, notamment pour des personnes qui seraient amenées à poursuivre leur cycle de formation à distance. Et donc la GFIP va venir prendre en charge tout ce qui est équipement permettant la poursuite du cycle de formation en distanciel. Alors, concernant donc la complémentarité des aides de la GFIP en direction des personnes en situation de handicap. Donc, la GFIP a bien recentré son intervention sur la compensation du handicap. Et il existe, dans le cadre du droit commun, des dispositifs, c'est un droit que les personnes peuvent bénéficier, et notamment des dispositifs qu'on appelle de droit commun classique. Donc, c'est le financement de la sécurité sociale. Il y a également des dispositifs type spécifiques de prestations de compensation du handicap. Donc ça, c'est les MDPH qui peuvent octroyer donc des aides au titre de la PCH aux personnes. Donc on est bien en complémentarité de ces dispositifs. J'oublie bien évidemment les mutuelles qui peuvent aussi intervenir. Donc l'intervention de la GFIP va venir en complémentarité de ces dispositifs. Les personnes doivent solliciter ces acteurs et la GFIP va venir en complémentarité pour financer le reste à charge afin de permettre un coût zéro pour la personne dans le cadre de l'acquisition de ces aides techniques, voire la mobilisation de certaines aides type aménagement de véhicules ou déplacement en compensation du handicap. Les prestations en direction des salariés. Comme tout salarié d'une entreprise classique, ils peuvent bien évidemment mobiliser les prestations d'appui spécifiques, une prestation spécifique d'orientation professionnelle. Ça, c'est dans le champ de la formation professionnelle, et notamment les personnes qui sont en arrêt maladie et qui souhaiteraient une reconversion. Donc, la GFIP va pouvoir les soutenir au travers de cette prestation. Nous avons également des prestations d'analyse des capacités, et ça, c'est permettre à la personne d'envisager un projet professionnel. Et la ressource handicap formation, qui va permettre donc d'appuyer, de conseiller la personne quand elle est en cycle de formation. Et pour finir, donc l'intervention de la GFIP s'adresse aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi au titre de l'article du Code du travail, ou celle, bien évidemment, nous avons élargi notre offre d'intervention aux personnes qui ne seraient pas reconnues bénéficiaires de l'obligation d'emploi, mais qui sont en cours de reconnaissance, donc qui ont déposé une demande auprès donc de la MDPH. Rapidement sur l'architecture de l'offre, donc une complémentarité, ça c'est les principes fondateurs aux politiques et dispositifs de droit commun. L'offre de services et d'aide financière de la GFIP, elle a bien pour objectif global de sécuriser les parcours,
et vise prioritairement la compensation du handicap, d'où le recentrage de notre offre d'intervention en 2018 sur la compensation du handicap. Et comme je vous le disais, l'offre d'intervention de la GFIP, elle est organisée donc en trois volets que vous pouvez mobiliser donc en lien avec vos référents en région, référents EA, les services. Si vous avez besoin d'un accompagnement, vous pouvez mobiliser les services, les prestations en lien avec les référents qui vont pouvoir vous accompagner et vous orienter sur la prestation au regard d'un besoin qui est identifié pour votre collaborateur. Et enfin, vous allez pouvoir donc mobiliser les aides financières de la GFIP, que ce soit l'offre classique ou le programme exceptionnel de la GFIP. Je pense que donc dans le cadre du programme exceptionnel, rapidement un petit zoom. Il s'agit donc de 20 mesures qui ont été mises en place depuis le mois de mars. Donc nous avons adapté les mesures existantes afin de fluidifier les parcours et permettre donc une agilité dans la mobilisation des aides de la GFIP, donc un assouplissement des critères de recevabilité, un assouplissement sur les délais, des délais de demande d'intervention et un principe qui a été posé dès le départ au mois de mars, c'était que la GFIP va pouvoir intervenir de manière rétroactive, c'est-à-dire que nous n'avons pas besoin d'avoir des demandes en amont de la réalisation de l'action, mais dès lors que l'action elle est réalisée, la GFIP va pouvoir donc intervenir. Bien évidemment, nous avons toutes les actions que nous venons de mettre en place sur le champ du maintien dans l'emploi afin de sécuriser l'emploi des personnes en situation de handicap, des accompagnements de veille par Cap Emploi pour permettre d'identifier si potentiellement il y a eu une évolution de la situation de travail pendant cette période de crise sanitaire et pouvoir accompagner donc les employeurs et les salariés dans cette évolution de leurs conditions de travail liées à la crise sanitaire. Un programme qui vient renforcer, accompagner le plan France Relance de l'État au travers d'aides à l'alternance. Donc, on booste l'alternance, on accompagne les employeurs sur le volet apprentissage et professionnalisation. Et bien évidemment, donc, des actions donc, pour sécuriser l'emploi des personnes en situation de handicap, dites vulnérables, fragiles, qui sont isolées en cette période, avec la mise en place donc, de la cellule d'écoute psychologique. Voilà pour les 20 mesures, et j'en oublie d'autres, avec comment dirais-je, la possibilité de retarder, mais ça c'était sur la période mars-juin, les prélèvements pour la collecte 2020, donc la possibilité aux employeurs de retarder ces prélèvements qui ont eu lieu depuis la fin de la période de confinement. Merci beaucoup, Fouzi. Ce que je propose aux personnes qui sont avec nous aujourd'hui, n'hésitez pas. Voilà, on prendra un temps en toute fin de présentation pour les questions et les réponses. Donc, voilà, je vous propose d'enchaîner et de donner la parole à Pierre-Marie sur la partie aide au ETH. Merci. Alors, en préparant le webinaire, on s'est dit qu'on n'allait pas vous infliger une double présentation des aides qui risquerait à la fois de vous perdre et puis d'être vraiment trop fastidieux. L'idée, c'est peut-être d'insister sur des principes. Alors, je vois 3 points qui me paraissent importants. C'est à la fois la différence. Clairement, on est différent dans notre structure de la GFIP, les similitudes et les complémentarités. Alors, la différence, ben oui, je vous entendais, Fauzia, parler des référents EA par région. Ben non, nous, on n'a pas de référents EA par région parce qu'en fait, on est 17 au niveau national. L'équipe de ETH, c'est 17 personnes au niveau national. Donc, on n'est évidemment pas comparable dans notre structure. Pour autant, on a une référente EA, elle est, on la voit, c'est Marie Mas, elle est présente ce matin. C'est elle qui va porter, alors pas toute seule, mais qui portera avec une partie de l'équipe le chantier, en tout cas
le développement de notre offre de service en direction des entreprises adaptées. Donc, c'est bien sûr une différence structurelle dans notre organisation. Il y a d'autres différences dans nos modes de fonctionnement. Alors, vous avez cette diapositive qui dit l'accès dématérialisé. En effet, aujourd'hui, l'accès à nos aides, il est complètement dématérialisé à travers une connexion à l'espace adhérent qui permet à chaque adhérent de se connecter sur son espace avec un code qu'on lui délivre et de suivre tout le cheminement complètement dématérialisé du dossier. Donc ça, c'est aujourd'hui une différence. Je sais que la GFIP va également dématérialiser à horizon 2021, mais en tout cas, il y a en effet des différences dans les modes d'accès ou dans l'appellation des aides ou dans la configuration d'un certain nombre d'aides. Mais je veux ce matin, donc je ne vais pas rentrer dans ce détail de ces différences, mais je veux ce matin insister aussi sur leurs similitudes. Et cette similitude, elle n'est pas le fruit d'un hasard ou d'une heureuse coïncidence, mais simplement parce que quand on a décidé de l'ouverture de nos aides aux salariés d'entreprises adaptées, on l'a fait en concertation et en articulation avec la GFIP. On a été discuté avec la GFIP en disant alors, comment ça se passe cette ouverture? Qu'est-ce que vous ouvrez? Comment vous ouvrez? Quels sont les accès? Et globalement, on s'est aligné. Donc peut-être on peut passer à la diapositive suivante. On a donc notre propre architecture d'aide autour de l'intégration des aides à l'intégration d'un nouveau salarié et puis les aides au maintien. Donc, on a notre propre grammaire d'aide autour de dispositifs aide à la compensation, prestations d'accompagnement. Enfin, voilà, on ne retrouve pas exactement les mêmes termes, mais dans le fond, et c'est pour ça qu'on a fait le choix de ne pas développer ici notre propre système d'aide, on retrouve les mêmes principes d'intervention. Et donc, vous retrouverez, si votre entreprise adaptée dépend de l'accord OETH, les mêmes possibilités d'accès aux aides avec des différences qui seront ténues. Avec cependant quelques différences, et j'en arrive à la question de la complémentarité. Dans les différences qui me paraissent importantes de souligner, c'est le fait que les aides de l'accord OETH ne peuvent être sollicitées que par les entreprises elles-mêmes et non pas par les personnes. Donc ça, je crois que c'est un point qui est important de souligner. C'est une première différence, mais qui nous amène aussi parfois à des complémentarités. Je vais prendre l'exemple des prothèses auditives, par exemple. Donc nous pouvons en effet aider l'équipement en prothèses auditives des salariés reconnus travailleurs handicapés. Et nous pouvons parfois rentrer en complémentarité de financement quand il y a un reste à charge, une fois le droit commun passé, une fois l'accord OETH passé. S'il y a un reste à charge, la GFIP, parce qu'il s'agit de prestations individuelles, pourra également cofinancer. Donc on a ce type de complémentarité, même s'il y a de fait cette différence qui est que notre plateforme à distance, elle est mobilisable en effet par les entreprises elles-mêmes et non pas par les salariés directement. Et donc, de cette différence, on voit bien que sur les mesures spécifiques Covid, par exemple, la plateforme d'écoute de la GFIP en temps de Covid, nous, on n'a pas l'équivalent. Mais en revanche, la GFIP nous a dit, dès le début de la crise sanitaire, bien entendu, notre plateforme, elle est accessible aux salariés qui dépendraient de l'accord OETH. Vous ne triez pas en demandant si vous dépendez de l'accord, pas d'accès à la plateforme téléphonique. Donc en cela, nos différences n'empêchent pas des complémentarités. Et en effet, autour de la plateforme Covid, on s'est dit que ça n'avait aucun sens. Et d'abord, on n'en avait pas les ressources de faire notre propre plateforme d'écoute. Ça n'aurait pas eu beaucoup d'intérêt. En revanche, il y a bien complémentarité sur des dispositifs spécifiques comme cela. La plateforme de la GFIP est tout à fait accessible. Sur les aides Covid, simplement quelques principes. Globalement, elles ne sont pas tout à fait organisées de la même façon, mais elles reviennent à peu près au même. C'est-à-dire que là aussi, on s'est détendu sur la possibilité de faire des aides a posteriori, de façon rétroactive, ou également sur une amélioration des modes de prise en charge, sur l'accompagnement, l'équipement au télétravail. Et puis, en effet, quelques différences aussi. Peut-être qu'on peut, Marie, vous pouvez dire un mot
sur les masques inclusifs? Ouais, pour reprendre un peu ce que vous évoquiez, ce qui est important au TH au niveau des services qu'on peut proposer, c'est qu'on est vraiment sur une agilité. En fait, l'idée, c'est de comprendre au plus près des besoins du terrain. Donc, lorsque nos adhérents nous font part de demandes, l'idée, c'est de pouvoir essayer d'y réfléchir et d'y répondre. Donc, au moment du Covid, en effet, on a mis notamment une plateforme, puisque à un moment donné, on se disait quels sont les besoins réellement autour de la période actuelle pour nos adhérents en lien avec leur secteur. Donc, déjà, l'idée, c'était de mettre en plateforme une plateforme pour pouvoir étudier leurs besoins et leurs demandes et puis pouvoir proposer des réponses avec agilité et souplesse. Dans notre secteur, on a beaucoup de professionnels qui sont en situation de handicap. Autour de on va dire, on a des professionnels malentendants et sourds. Et rapidement, il y a eu des besoins, notamment avec les ports du masque. Donc, on a la chance, en plus, d'avoir comme adhérent donc APF Entreprise qui propose donc les masques inclusifs. Et typiquement, le fait d'être à cette proximité de nos adhérents, en fait, on a négocié directement un partenariat donc avec APF Entreprise qui avait pour objectif de répondre très rapidement aux besoins de nos adhérents. Parce que je ne sais pas si vous êtes au fait avec ça, mais il y a une rupture aujourd'hui des masques inclusifs. Et donc, nous, en fait, en négociant ce partenariat, l'idée, c'était de favoriser zéro démarche administrative pour nos adhérents, zéro coût. Et donc, aujourd'hui, typiquement, en termes d'exemple, lorsqu'on a des salariés qui travaillent avec un professionnel sourd ou malentendant, et on fait un envoi en fait, de 100 masques pour répondre aux demandes d'urgence aux demandes urgentes, du moins, de maintenir l'activité professionnelle du secteur. Voilà. Et je reprends ce que vous disiez, c'est un très bon exemple de l'APF, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, non, les entreprises adaptées de l'APF ne dépendent pas de l'accord. C'est APF France Handicap qui est adhérent de l'accord. Et en effet, demain, avec la réforme de l'obligation d'emploi, selon toute probabilité, les entreprises, APF Entreprises, les entreprises adaptées de l'APF, rejoindront le périmètre de l'accord. Et donc, la boucle sera bouclée, en effet. Voilà, je n'ai pas envie d'en dire plus à ce stade. Il y aura peut-être des questions et on y répondra bien volontiers, mais je pense qu'on voulait ce matin surtout insister sur les principes après votre présentation, Faouzia, qui était très, très complète et très claire. Merci beaucoup à tous les deux pour ces illustrations aussi, ces exemples concrets. Du coup, Fouzi, pour faire un petit focus sur les liens que nous avons recensés pour nos internautes, de manière à ce qu'ils puissent retrouver des informations rapides. Oui, bien sûr. Et merci Pierre-Marie pour votre présentation et d'avoir insisté sur la complémentarité et la similitude des aides. Effectivement, nous travaillons vraiment de concert pour essayer d'apporter une réponse qui soit commune et qui converge entre notre offre et la vôtre. Concernant les liens, rapidement, sur le site de la GFIP, vous allez retrouver bien évidemment des vidéos de présentation, mais moi je voudrais juste insister sur les deux guides, les guides Méthodia. Vous avez le guide Méthodia donc de l'offre classique, donc qui est à jour depuis février 2020, et donc le guide sur les mesures exceptionnelles, qui renvoie bien évidemment sur ce qu'on a mis en place et notamment la complémentarité avec le plan de relance du gouvernement. Et je vous invite à vous rapprocher donc de vos référents EA en délégation régionale si vous avez la moindre question ou besoin d'un accompagnement pour mobiliser telle ou telle aide ou telle prestation. Voilà, Sandrine. Merci. Et du coup, en dernière slide, on a mis également le lien vers le site de l'OETH où vous retrouverez toutes les informations. La vérité est qu'on était très légèrement à la bourre pour faire cette dernière diapositive, donc on n'a pas pu sortir tout ce qu'on a en magasin, mais en effet, on invite toutes les entreprises adaptées à se connecter au site OETH et à trouver plein de supports, parce qu'en effet, je crois que notre site est assez riche de ressources, et donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Merci beaucoup à tous. Du coup, voilà, maintenant nous en avons terminé sur cette présentation. Je propose d'arrêter du coup le partage de documents pour pouvoir voir tous nos conférenciers. Donc voilà, maintenant, si vous souhaitez
Si vous avez des questions de compréhension sur les différentes étapes de cette présentation, que ce soit sur l'accord OETH, sur les aides de la GFIP ou les aides de l'OETH, n'hésitez pas, c'est le moment. Voilà, si vous avez des questions, je vois que dans le question-réponse, il n'y en a pas actuellement, mais nous ne sommes pas très nombreux. Si éventuellement vous souhaitez prendre la parole, je peux vous donner la parole. Il suffit juste de me me le signaler, voilà, dans l'onglet participants. Vous pouvez soit écrire vos questions, soit demander la parole. Ça peut être aussi une intervention. Voilà, si vous n'avez pas forcément de questions, ça peut être une réaction, une intervention, une remarque. N'hésitez pas. Il nous reste un petit quart d'heure. Je ne vois pas de questions pour l'instant. Est-ce que ça veut dire que du coup nos conférenciers ont été extrêmement clairs? Voilà, on espère en tout cas que cela a répondu à vos attentes pour ceux qui se sont rendus disponibles ce matin. Et on va faire un malheur en replay. Je ne vois pas de main levée pour prendre la parole non plus. Je vous laisse encore peut-être encore une petite minute. Et puis sinon, bah, écoutez, s'il n'y a pas de questions, nous pourrons clore ce webinaire. Pour mémoire, nous en avons fait également un le 1er octobre dernier avec l'UNEA. Et cela portait sur le PICEA. Alors, il y a Cécile qui nous pose la question, pourriez-vous préciser un calendrier de mise en œuvre, s'il vous plaît? Alors, de mise en œuvre de quoi on pourrait se poser la question? Est-ce qu'on parle en effet de la mise en œuvre du fait que pour un certain nombre d'entreprises adaptées, elles vont demain relever de l'accord OETH et à quel horizon? Je vais considérer que c'est ça la question. J'en profite d'ailleurs pour... on n'a pas évoqué un point qui est que, évidemment, il ne doit pas y avoir d'hésitation sur le fait que toutes les entreprises adaptées qui peuvent relever du PICEA, qu'elles soient sous accord au OTH ou qu'elles relèvent de la GFIP, peuvent accéder complètement aux aides du PICEA. On ne l'a pas dit explicitement, je crois que c'est quand même très important de préciser ça parce qu'il pourrait y avoir des questions et que c'est la GFIP qui gère le PICEA et il n'y a pas l'ombre d'un sujet autour de ça. Voilà, je m'étais fait un petit nœud à mon mouchoir autour de cette question. Mais voilà. Alors, sur le calendrier de mise en œuvre, écoutez, potentiellement, cette mise en œuvre, elle doit être la plus rapide possible. Simplement, notre accord, il a été agréé mi-juillet. On est en phase de bascule dans le nouveau système et ça nécessite pour nous qu'on éclaircisse la volonté des associations gestionnaires, puisque en théorie, une association gestionnaire peut continuer à faire 2 DOTH. En pratique, on ne sait pas bien comment ça pourrait se faire, comment ça pourrait exister. Donc, mais simplement, il faut quand même que les associations gestionnaires nous confirment qu'elles vont bien adhérer à l'accord OTH pour l'ensemble de leurs établissements. Voilà, donc ça, on va le faire dans les semaines à venir. On va se tourner vers les 151 entreprises, associations gestionnaires qui portent les entreprises adaptées qui pourraient relever du champ OTH et on va leur demander est-ce qu'en effet, vous considérez que vous relevez bien pour l'ensemble de vos établissements de l'accord OTH. Et donc, une fois qu'elles nous auront répondu, qu'on aura donc pu créer dans notre système de gestion les entreprises adaptées qui ne sont pas encore dans notre répertoire, alors vous pourrez relever de l'accord. Donc, je pense que la date la plus lointaine qu'on puisse imaginer de mise en œuvre, c'est vraiment le 1er janvier 2021. Et on espère que ça sera opérationnel avant. Très bien. Pour répondre à la question de Céline Priolo, qui nous pose la question par rapport au PICEA, qui est éligible au PICEA, je confirme qu'effectivement sont éligibles au plan d'investissement dans les compétences EA les salariés des entreprises adaptées qui ont répondu aux expérimentations de CDD tremplin et EATT.
Voilà, sur ces deux champs-là. Donc, les salariés de ces structures sont éligibles aux aides à la formation, à la prise en charge, au cofinancement de la rémunération et à la prise en charge également de prestations d'ingénierie, à l'accompagnement de parcours. Voilà, donc ce sont bien ces entreprises-là qui sont visées par le PIQA et donc qu'elles dépendent ou non, comme l'a précisé Pierre-Marie SDIS, de l'OETH ou de la GFIP. Voilà, j'espère que c'est plus clair. N'hésitez pas encore si vous avez d'autres questions. Il nous reste 10 petites minutes ou des remarques. Pour nos conférenciers, éventuellement, s'il y a d'autres choses, d'autres points qui vous viennent à l'esprit, bah, c'est le moment aussi. Donc, si vous souhaitez prendre contact avec les référents, nos référents à la GFIP qui ont en charge le sujet des EA dans les délégations régionales, soit vous pouvez contacter directement la délégation régionale, soit vous pouvez également passer par les chargés de mission régionaux de l'UNEA avec lesquels vous êtes peut-être plus fréquemment en contact. Je sais qu'il y a des réunions régulières avec vos référents, avec vos chargés de mission régionaux. Donc voilà, eux les connaissent très bien, travaillent de concert en étroite articulation avec nos référents. Donc voilà, vous avez plusieurs manières de prendre contact avec les référents EA. Alors, on a plusieurs questions. Alors, le taux horaire remboursé et plafonné est largement inférieur au coût des formations. C'est Céline qui nous pose la question. Alors, je suppose que vous voulez parler du taux horaire du PIQA. Le taux horaire à l'origine était de 12 € et il a été majoré. Finalement, nous avons fait remonter à la DGFP qui avait énormément effectivement de demandes des EA qui nous disaient que les coûts des formations étaient plus importants que ce coût horaire de 12 € et donc la DGFP a accepté de réélever le niveau, le montant du coût horaire à 25 € de l'heure. Voilà. Donc, bon, 12 € reste quand même l'indicateur, on va dire, moyen, l'indicateur de référence moyen. Mais en tout cas, le coût horaire est bien de 25 € de l'heure depuis le mois de mars. Donc ça, je pense avoir répondu. Ensuite, par exemple, pour les VAE, le coût horaire de la formation est de 52 €. Donc là, vous nous donnez un exemple. Oui, alors peut-être qu'il y a des spécificités par rapport à la VAE, mais peut-être que là encore, quand on parlait de complémentarité sur la VAE, il doit y avoir possibilité de mobiliser d'autres cofinancements, et je pense notamment au financement des OPCO sur la VAE, et donc ça viendrait en complément des financements octroyés dans le cadre du PIQA. Est-il possible d'envisager une évolution? Alors, pour moi, ce n'est pas très clair la question, Céline. Est-ce que vous pouvez préciser? Une évolution, c'est peut-être par rapport au coût horaire peut-être remboursé, mais là, du coup, j'ai répondu. Donc, n'hésitez pas. Je pense que la question était effectivement sur une évolution du coût horaire, donc on l'a déjà fait évoluer. Après, ça prouve bien qu'il est potentiellement évolutif. Donc, on prend note de cette remarque et on refera un point sur le sujet avec la DGEFP pour voir s'il y a des besoins non couverts, un peu à l'image de ce que vous dites, tout en mettant en avant effectivement le principe de complémentarité qu'évoquait Sandrine, à savoir aussi la possibilité de mobiliser d'autres sources de financement, notamment via les OPCO. Mais on prend bonne note de la problématique en tout cas et du point. Alors, il y a une autre remarque. Si on mobilise les OPCO, on prend sur le plan de formation des autres salariés. Ce qui n'est pas faux. Oui. Donc, c'est aussi un point à mettre en perspective. Mais oui, tout à fait. Je ne saurais dire l'inverse. Donc, voilà. C'est intéressant qu'on puisse continuer à avoir des échanges avec l'État sur le sujet. Là, pour l'instant, ce qui est important, c'est de vous dire voilà ce que sont les règles en l'État, ce que vous a dit Sandrine. Après, on va avoir prochainement des échanges un peu plus, voir comment on peut dynamiser, vous appuyer plus pour, notamment sur le champ de l'ingénierie pédagogique. Mais après tout, on peut tout à fait réévoquer ce sujet-là, sans garantie sur la conclusion et l'issue des échanges. Merci donc, Pierre. du côté de l'OPCO Santé, puisque je pense que les entreprises adaptées relèvent
majoritairement, enfin en tout cas pour une part d'entre elles, celles qui sont dans le périmètre de l'accord OTH, en tout cas, elles relèvent de l'OPCO Santé. Donc on est en convention avec l'OPCO Santé et on travaille avec eux. Il me semble que sur des dispositifs comme ceux qui sont évoqués, le congé VAE, enfin, l'accès aux dispositifs de type VAE, il me semble qu'il y a des fonds mutualisés qui peuvent ne pas empiéter sur les plans de formation des entreprises et des dispositifs de soutien au public les plus fragiles pour avoir échangé hier avec l'OPCO Santé dans le cadre de la mise en œuvre du nouvel accord formation du secteur. Il me semble qu'il y a des perspectives. Mais enfin, vraiment, je m'en voudrais de parler au nom de l'OPCO Santé. Merci pour ces précisions, Pierre-Marie. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres réactions, d'autres demandes de précision, écoutez, je vais remercier nos internautes et puis remercier nos conférenciers d'avoir été présents ce matin. Et voilà, et encore une fois, vous pourrez revisualiser ce webinaire directement sur le site de l'UNEA. Voilà. Mais écoutez, merci à tous et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation et à une prochaine fois. Merci à vous, Sandrine. Merci, au revoir. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci, au revoir.